Il y en a qui sont en prison, non pas pour ce qu'ils ont fait, mais pour ce qu'ils sont. C'était si pénible que l'une des dames souffrant d'un mal terrible de tête s'est mise à pleurer. Monsieur Samba David, comment des policiers d'un état normal peuvent se comporter comme des voyous? Notre pays, tout est en refait en Côte d'Ivoire parce que des policiers se comportent comme des militants des partis politiques. Et oui, ces deux, à leur tour, m'ont fait entrer dans une pièce et ils m'ont fouillé comme un nouveau-né. Ils m'ont fait baisser, c'est-à-dire, faut accroupi. J'étais accroupi, les pieds écarts et on fouille dans mon... Après ça, on soulève mon sexe, on regarde en bas, mais... Non, excusez-moi, mais c'est-à-dire, où ils devraient fouiller? J'étais nu comme un ver de terre. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils cherchaient. Qu'est-ce que je pouvais mettre dans le... Qu'est-ce que je pouvais mettre sous mon pénis? C'est ce calvaire-là que nous avons vécu tout le temps de notre résistance. Voilà un peu la vie des détentions ici en Côte d'Ivoire. Je parle d'abord de violons. Je ne parle pas encore de la DST, ni de la MACA, ni de la prison de Korogo, mais je parle d'abord des violences, c'est-à-dire les violences que nous avons faits. Ouais, des femmes enceintes qui étaient en prison. Oui, bien sûr. Oui. Il y en a qui ont accouché en prison. Quand elles sont enceintes, oui, elles viennent enceintes, elles accouchent. Les enfants sont là-bas. Je vous dis qu'il y a des enfants qui partaient de la cellule de prison des femmes pour l'école primaire et on les ramenait à midi auprès de leur maman. La mère de cette jeune fille-là, ne voulant pas que sa fille s'amourache avec ce jeune, a donc formaté un coup avec son frère policier. Oui. Il allait voir pour dire, je ne veux pas que le jeune soit avec ma fille parce qu'il est coiffeur. Elle, à l'école, il faut trouver quelque chose. Donc là, le monsieur fait un procès là, pour dire tentative de viol. On arrête le jeune, on le jette en prison. Nous ne sommes pas pour la violence, mais nous sommes prêts à subir toutes sortes de violences au nom de la liberté et de la justice dans notre pays. Newpol, la chaîne qui bouleverse vos certitudes. Les prisons ivoiriennes sont ce qu'on pourrait appeler des maisons de morts vivants. Et là-bas, plus de 27 000 morts vivants sont enterrés par le régime d'Alassane Dramane Ouattara. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Newpol. Je reçois un invité spécial, c'est M. Samba David qui a un parcours atypique, qui est peut-être aujourd'hui l'un des Ivoiriens les plus originaux qui soit. Il a écrit un livre absolument somptueux que j'ai eu l'occasion de parcourir en 48 heures. C'est Ma vie au service du combat pour le respect des droits et des libertés. Je le reçois pour évoquer justement des conditions d'incarcération et de sa vie en tant que détenu politique, je pourrais dire, et détenu pour délit d'opinion, ce qui montre que nous sommes en Côte d'Ivoire face à un régime voyou et totalitaire qu'est le régime d'Alassane Ouattara. Monsieur Samba David, bonjour. Bonjour monsieur. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. J'ai pris le temps de vous lire votre livre. Je l'ai reçu le dimanche à 23h27 et pour préparer l'émission du mardi, il m'a fallu 48 heures pour le lire. Je peux vous assurer que je l'ai lu et je suis passé par toutes les émotions, tellement votre livre est douloureux. C'est peut-être l'un des livres les plus douloureux que j'ai lu après le livre de Dostoïevski et les livres sur les goulags. Donc je rappelle simplement que vous êtes un activiste ivoirien, militant des droits de l'homme. Vous êtes coordinateur national de la coalition des indignés de Côte d'Ivoire. Vous êtes vice-président de la coalition nationale pour le changement, CNC. Vous êtes membre du cabinet du secrétaire exécutif en charge de la mobilisation et de son conseil spécial donc au PDCI-RDA, qui est un parti politique ivoirien. Vous êtes ex-agent de banque et votre vrai nom, c'est Nikes Douyou, je crois. Et donc, vous êtes très connu sous le pseudonyme de Samba David. Monsieur David, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Vous avez écumé presque les prisons d'Abidjan et du nord de la Côte d'Ivoire, notamment de la ville de Korogo. Donc, nous allons revenir sur les conditions de votre incarcération. Mais avant d'entrer dans le détail de notre entretien, avez-vous envie de saluer des détenus que vous avez rencontrés ou de vous souvenir, de citer des noms de personnes que vous avez rencontrées durant les lieux que vous avez, les différentes prisons que vous avez écumées en Côte d'Ivoire? Oui, bonjour, je vous remercie. Je profite donc de cette occasion pour vraiment vous remercier et saluer mes co-détenus que j'ai connus lors de mon incarcération à la MACA et à la prison de Korogo. Je remercie aussi parce que je vais encore saluer
ceux avec lesquels j'ai partagé des violons d'Abidjan. Donc, je voudrais saluer ce matin Manfirmin, Guy Jaurès, avec lesquels j'ai partagé les prisons d'Abidjan. Il y a Zénab qui est là, que je voudrais saluer également. Concernant la Maca, je voudrais saluer le lieutenant Bawa qui y a encore. Je voudrais saluer ceux qui sont partis. Kwa Justin, Daï Nestor, Sam l'Africain, Soul Toussoul, commandant Kipré. Je veux saluer Kassi Kessier qui est encore là-bas. Chakoul qui sont encore. Pas mal. Si je veux saluer tout le monde, je crois bien qu'on ne quittera pas ici. Donc, comme Fred et tout ça, Adou, ce sont des jeunes avec lesquels j'ai partagé un moment difficile à la Maca. Je voudrais les saluer. Au niveau de Korogo, je voudrais saluer Doumbouya. Je voudrais saluer Soro Etienne et paix à son âme, Soro, comment on appelle, Koulibaly François. Voilà, je voudrais donc saluer toutes ces personnes avec lesquelles j'ai partagé près de 3 années de violons. Oui, merci beaucoup, monsieur David. J'ai lu votre livre, j'ai vu combien ça a été très douloureux. Et moi, vous me fascinez. Vous êtes pour moi un héros des temps modernes parce que vous êtes de ceux-là qui pensent que la patrie est un idéal et la patrie a plus de valeur que sa propre vie et qu'il faut donner sa vie pour sa propre patrie. Et vous avez donné votre vie et vous continuez de donner votre vie contre un régime violent et voyou qui est le régime d'Alassane Ouattara. Au nom que vous avez cité, permettez-moi, parce que moi aussi j'ai fait mon enquête actuellement sur la Maca en Côte d'Ivoire, permettez-moi de citer des noms aussi des prisonniers qui sont en Côte d'Ivoire, comme vous avez cité le lieutenant Bawa qui est officier de la Marine nationale, qui est là depuis qui est détenu pour atteinte à la défense nationale en Côte d'Ivoire depuis 2013. Ça va faire 12 ans qu'il est détenu en Côte d'Ivoire par le régime voyou d'Alassane Ouattara. Vous avez aussi le sergent Topa Arnaud Marcel, qui est un policier, qui est détenu aussi depuis 2012. Ça va faire 13 ans qu'il est dans la prison d'Alassane Ouattara pour atteinte à la souveraineté, à l'atteinte à la défense nationale. Vous avez aussi le commandant Anselme Seka, qui est officier de la gendarmerie nationale, qui est là-bas depuis 14 ans, c'est-à-dire depuis le 15 mai 2011. Vous avez Serge Mélès Animel, qui est un civil, qui est arrêté aussi pour atteinte à la défense nationale, qui est détenu depuis le 26 novembre 2011, 14 ans qu'il est en prison. Vous avez Richemont Glarou, qui est un civil aussi, qui est détenu là-bas aussi depuis le 26 juin 2011. Ça fait 14 ans qu'il est là-bas. Et j'ai une pensée pour le capitaine Didier Francuyo, qui est gendarme, arrêté pour atteinte à la défense nationale. Tous les autres prisonniers, on va passer la liste au cours de cette émission-là, des autres prisonniers qui sont détenus en Côte d'Ivoire. Donc, M. Samba David, vous avez fait les différentes prisons de Côte d'Ivoire. Donc, je voudrais qu'on revienne sur votre arrestation donc, du 1er octobre 2013. Vous avez été donc arrêté, je crois, et vous avez été conduit au commissariat du 8e arrondissement. J'ai pris beaucoup de notes dans votre livre pour pouvoir justement faire cet entretien. Et vous avez ensuite été à 16 heures conduit au violon. Je voudrais que vous nous décriviez cette journée du 1er octobre 2013. Oui, cette journée du 1er octobre 2013 était, comme on le dit, mon baptême de feu. La coalition des Indiens de Côte d'Ivoire que des amis et moi, nous avons créée, c'est donc donner une mission de porte-voix des sans-voix. Alors, pour notre première sortie qui a eu lieu le 24 août 2013, qui a été violemment réprimée, après, et que par la suite, nous avons saisi l'ONUCI et la Commission nationale des droits de l'homme pour demander pourquoi est-ce que les populations ivoiriennes n'avaient pas le droit de s'exprimer. Oui. Et cette interdiction était en contradiction formelle avec notre constitution qui garantissait tout rassemblement. Absolument. Après donc cette discussion, nous avons donc eu l'autorisation et nous avons négocié pour la signature des pétitions. Oui. Donc nous sommes rendus à Saint-Jean pour faire signer des pétitions contre la cherté de la vie. C'est ainsi que la police nous a donc interpellés pour nous conduire au 8e arrondissement. Après avoir auditionné chacun à tour de rôle, nous avons été conduits dans leur violon. C'était vraiment la première fois pour moi
de visiter un violon, mais dans un état vraiment exécrable ou piteux. Nous avons vu des toilettes remplies, c'est des bidets remplis à bloc. Et il n'y a pas d'autre moyen pour se mettre à l'aise, se soulager. Quand vous faites l'urine dessus, ça réveille les anciens excréments. Et quand vous allez vous mettre à l'aise, mais c'était insupportable. Mais je vous dis que c'est à côté de ça que des gens étaient couchés. Il y avait déjà des détenus qui étaient là avant que nous ne venions. Et bon, c'était insupportable. Alors, autour de 16h, 17h, le commissaire qui était là a jugé utile de nous séparer des prisonniers de droit commun que nous avons trouvés là, c'est-à-dire ceux qui étaient déjà dans le violon, et nous ont mis avec les deux femmes dans un autre violon qui était proche de la grille. Mais je vous dis que ces odeurs-là, ces odeurs infectes, vraiment, nous empêchaient de respirer. C'était difficile. Ces femmes qui ne supportaient pas, coulaient les larmes. Et moi qui suis le leader, faut-il couler les larmes aussi pour décourager l'ensemble? Non. Il fallait donc s'armer des morales de fer pour raconter des blagues, des histoires, pour arracher le sourire à tout un chacun. Et c'est comme ça que nous sommes restés jusqu'au petit matin. Mais tard la nuit, quand nous essayons de fermer les yeux, les gardes qui étaient des gardes ce jour-là, les policiers, venaient avec un cadenas taper sur les grilles, c'est-à-dire nous empêcher même de dormir. Et imaginez-vous, quelqu'un qui a sommeil et qu'on vient faire un bruit, c'est-à-dire c'était un vacarme, c'était insupportable. C'était une torture qui n'avait jamais été, qui ne disait pas son nom. Je me suis dit, la voie empruntée par des amis et moi ne devait pas être facile. Parce que déjà, avec ce que nous voyons, le lendemain serait encore plus dur. C'est comme ça que nous avons passé les 24 heures dans ce violon de 8e arrondissement. Et après les formalités, c'est-à-dire prise d'empreintes et autres, nous avons été conduits devant la procureure au plateau, au tribunal de première instance, qui par la suite a demandé que nous soyons relaxés parce que pour insuffisance de preuves, et nous avons été mis en incitation directe. C'était une journée très terrible parce que Sali, une dame qu'on appelait Sali qui était avec nous, qui avait perdu son mari, qui avait 2 de ses filles n'ont pas pu dormir de toute la nuit parce qu'on n'a pas vu leur maman. Vous voyez, et des gens qui étaient avec nous, avec moi, ses parents étaient tous venus, chacun me réclamait leurs enfants. Non, pourquoi vous êtes sortis avec eux? Pourtant, c'était des grands garçons qui ont volontairement accepté d'être militants des droits de l'homme et défenseurs des droits de l'homme. Ça n'a pas été facile ce jour-là, mais c'était donc un baptême de feu qui a donc justifié ou bien qui a forgé le moral pour les prochaines arrestations. Pour le futur. Oui, merci beaucoup parce que vous racontez ça encore aujourd'hui parce que votre livre que j'ai lu est paru, je crois, depuis 2020 et vous racontez ça encore avec autant de précision parce que je voudrais me permettre de lire pour les téléspectateurs un passage de votre livre que vous racontez. Vous avez dit, donc vous étiez conduit donc au violon. Vous avez écrit ces livres absolument terrifiants. Ce sont des livres qui m'ont presque donné envie de vomir et de pleurer aussi en même temps, tellement c'était une des lignes douloureuses. Vous avez écrit « La boîte où nous étions entassés », que vous avez employé comme mot, et était surpeuplée et puait les odeurs de déchets humains. Je n'avais jamais vu pareille chose de ma vie, des êtres humains déféqués et dormir au milieu de leurs propres excréments juste pour une pétition. Oui. David. C'est ce que vous avez vécu. Oui. Il faut... Et je termine, je continue pour vous donner ce que vous avez dit tout à l'heure, qui est tout à fait exact. Vous avez dit, à partir de 22 heures, sous le poids de la fatigue, mes camarades ont cherché à fermer l'œil. C'était mal connaître les agents de garde. L'un d'eux, au moment où nous voulions dormir, est venu frapper les grilles. Ce bruit infernal nous empêchait de retrouver nos esprits. C'était si pénible que l'une des dames souffrant d'un mal terrible de tête s'est mise à pleurer. Monsieur Samba David, comment des policiers d'un état normal peuvent se comporter comme des voyous? Non, il faut dire que notre pays, tout est à refaire.
en Côte d'Ivoire. Parce que tout est à refaire en Côte d'Ivoire. Parce que des policiers se comportent comme des militants des partis politiques. Les forces de l'ordre se comportent comme des militants des partis politiques. Parce qu'on ne peut pas comprendre que quelqu'un qui a été mis aux arrêts et mis au violon, il n'est pas encore accusé. Voilà, donc il ne doit pas être traité comme un animal. Même s'il était accusé, il bénéficie d'une présomption d'innocence quand même. Et il bénéficie de ses droits. Malheureusement, pourquoi on parle de droits de l'homme, il faut qu'on parle d'un état de droit. Comme nous ne sommes pas dans un état de droit, il est tout à fait normal qu'on ne parle pas des droits de l'homme. Et c'est ce qui a justifié le comportement de ces personnes-là. Et effectivement, c'est après 3 ans sorti de la prison que j'ai fait donc ce livre. Voilà, que j'ai fait ce livre dont je n'ai pas fait grand tirage, je n'ai fait que 100. Ça a été imprimé hors du pays. Voilà, je n'ai fait que 100, donc nous avons pu ventiler les 100. Les Ivoiriens n'ont vraiment pas eu grand écho de ce livre qui raconte vraiment tout un calvaire. Oui, absolument. C'est justement pour ça que je suis venu vous chercher, parce que nous allons vous aider à faire promouvoir ces livres et à aider les Ivoiriens à avoir accès à ces livres-là à travers une édition beaucoup plus large et beaucoup plus diffusée. Alors, je voudrais revenir sur cette journée du 1er octobre où vous avez été arrêté. Vous avez été mis dans une cellule qui ne fait pas plus de 6 mètres carrés, alors que vous étiez 3 hommes et 3 femmes. Comment vous avez dormi cette nuit-là? Sur quoi vous avez dormi? Par terre, sur des fauteuils, sur des lits? Là, il ne s'agit pas de dormir. Dormir, c'est faire appel à toutes ses facultés. Dormir, c'est faire appel à toutes ses facultés, s'étendre, se relaxer. Mais là, il y avait un banc dans la cellule, dans l'endroit où nous avons été détenus, il y avait un banc et il y avait un carton. Alors nous avons donc donné le carton aux 2 dames et nous, les hommes, nous sommes assis sur le banc. Bon, moi, je les ai laissés asseoir sur le banc et moi, j'étais arrêté vers les persiennes là pour vraiment recueillir de l'air. Donc, voici, ce n'était pas un sommeil. Les dames, elles se sont débrouillées un peu malgré ce vacarme causé par ces policiers. Elles se lamentaient, mais on leur a demandé de prendre courage et d'essayer de se reposer. Nous n'avons pas pu dormir. Moi, personnellement, je n'ai pas pu dormir. Nous étions assis sur les bancs jusqu'au petit matin. Oui, bien sûr. Oui. Et cela me permet, je vais revenir sur votre arrestation donc, du 8 mai 2014. Et vous avez écrit ces lignes qui m'intéressent. Je vais vous lire et après vous allez nous raconter cette arrestation et les conditions d'incarcération, parce que justement ce sont les conditions de détention qui m'intéressent ici dans le cas de ce que vous avez écrit dans votre livre. Il faut comprendre que votre livre a été écrit de sorte qu'il y a deux fils conducteurs qui se lient, celui de défenseur des droits de l'homme et celui du prisonnier politique pour délit d'opinion. Donc ces deux narratifs, ces deux narrations s'emboîtent merveilleusement dans votre livre et vous écrivez comme vous parlez, ce qui fait que le livre est facile à lire et très intéressant à lire. Vous écrivez ceci: j'ai aussi constaté que le sous-sol, donc c'est l'arrestation du 8 mai 2014, vous écrivez, j'ai aussi constaté que le sous-sol était plein de dirigeants d'un parti politique. Ils ont été convoqués à la brigade de recherche et de peur que leurs militants n'envahissent la commune du Plateau, tous ceux qui s'attroupaient étaient interpellés, y compris les passants, pourvu qu'ils soient jeunes. Monsieur Sama David, pouvez-nous raconter d'abord cette journée du 8 mai et puis dites-nous quels sont les dirigeants du parti politique, quel parti politique avait ses dirigeants dans cette cellule-là? Oui, en son temps, c'était le FPI. C'était le FPI qui, voilà, le FPI dirigé en son temps par Pascal Affi N'Guessan, en son temps. Et les responsables avaient été convoqués à la brigade de recherche. Et moi, je ne faisais pas partie de ces militants. J'ai l'un de mes collaborateurs qui m'a appelé pour dire qu'il a été arrêté et qu'il est à tête de police. Donc, l'un des amis m'enfirmait, qui est mon chargé de communication, et moi, nous nous sommes rendus au plateau. Dès que nous sommes arrivés, dès le premier feu de la préfecture de police, l'ancienne préfecture de police du plateau,
nous avons vu un groupe de journalistes qui étaient arrêtés. Et alors, ils m'ont accueilli. Nous étions en train de causer. Quand les policiers sont venus, ils nous ont tous embarqués. Et quand ils nous embarquent, ils nous envoient, ils rentrent avec nous à la préfecture de police et chacun présente son identité. Ils ont libéré les journalistes. Et moi, mon ami, mon collaborateur Manfirmé et moi, nous sommes mis directement au sous-sol de la préfecture de police. Là-bas, je découvre certains militants du parti du FPI en son temps qui étaient déjà arrêtés, qui étaient là-bas. C'était quand même infernal. Mais ce qui a été plus dur, c'est l'arrestation du 13 septembre 2015. Là, nous allons certainement en venir. L'arrestation du 13 septembre 2015 et l'arrestation du 13 octobre 2014. Là, ça a été encore plus dur. Du 13 octobre, oui. Voilà, 2014. Oui. L'arrestation du 13 octobre 2014 a eu lieu à Figayo pendant que nous avons appelé à une marche pour une justice pour tous. Et que nous avons même demandé à l'ONUCI et à la police nationale d'encadrer cette marche. L'ONUCI étant présente, nous nous sommes donc rendus sur les lieux pour faire cette marche. Pendant que nous étions en train de nous entretenir avec l'ONUCI, 2 cargos de police CRS 1 ou CRS 2, je ne me rappelle plus trop, sont arrivés. Et pendant que nous sommes en train de parler avec l'ONUCI, j'ai été fauché. J'ai été fauché, pris comme un sac de riz et jeté dans, j'étais dans le cargo. Et ils sont partis avec nous. Avec moi, il y avait Manfirmé, et nous sommes partis. Mais là, ça a été plus dur. Plus dur parce que il y avait des coups, je recevais des coups de partout, étant dans le cargo, et nous sommes allés encore, cette fois-ci encore, après le 16e arrondissement de Yopougon, nous sommes allés directement à la préfecture de police. Là, c'était encore plus dur. Plus dur parce que le sous-sol de la préfecture de police n'est pas un endroit de messe. Ce n'est pas un endroit où on va couper le gâteau. C'est un endroit de punition, voire de torture. Parce que les conditions dans lesquelles se trouvent ces cellules-là sont vraiment dramatiques, sont vraiment mortelles. Et c'est dans ces conditions-là que nous avons toujours été détenus. C'est dans ces conditions que nous avons toujours été détenus. Et c'est pareil pour l'arrestation du 1er novembre, où pendant qu'on m'arrêtait, lors de mon arrestation, j'ai eu le bras gauche déboîté et tout ça, vous voyez, l'épaule déboîtée. Et là où on nous a détenus, c'était un endroit où il y avait des cafards, des chenilles, il y avait tout. Voilà. Et on nous détenait là-bas, parfois torse nu, nu-pied. Pourquoi? Parce que nous manifestions pour une justice pour tous, pour dire non à l'impunité, pour dire non à l'injustice, à la justice à double vitesse. C'était donc ce calvaire-là que nous avons vécu tout le temps de notre résistance. Voilà un peu la vie des détentions ici en Côte d'Ivoire. Je parle d'abord de violons. Je ne parle pas encore de la DST, ni de la MACA, ni de la prison de Koroko, mais je parle d'abord des violons, c'est-à-dire les violons que nous avons fait. Des violons. Le 8e arrondissement de Cocody que nous avons fait 3 ou 4 fois les violons de la préfecture de police d'Abidjan. Nous avons également fait le violon du 16e arrondissement. Nous avons fait le violon d'Agamé. Donc tous ces violons-là ont le même traitement. Voilà. C'est ça. Oui, monsieur David, pour moi, quand je vous ai dit que vous étiez un héros, parce que il y a un passage, je parle de l'arrestation du 13 octobre 2014. Il y a un passage dans votre livre qui m'a ému humainement. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'admiration d'ailleurs pour vous, et beaucoup d'admiration d'ailleurs. J'insiste là-dessus. Pourquoi? Parce que vous écrivez ceci. Mais étant toujours moralement prêt à subir toutes sortes de violences, car pour moi, la justice que je cherche ne peut s'obtenir que dans la sueur, les larmes et même le sang. Ça veut dire que vous êtes prêt à donner votre vie pour votre pays. Oui. Si je comprends bien. Ce qui nous a toujours guidés, ce n'est pas d'être violent, mais comment
être disposé à recevoir la violence faite sur nous. C'est ça. Et en retour, c'est toujours le sourire. Je me rappelle très bien, lors de mon arrestation le 1er novembre 2014, ils ont mis outrage sur un agent de sécurité, un truc comme ça, dans le dossier. Pourtant, quand ils venaient m'arrêter, je me suis rendu. Ils m'ont pris, ils m'ont brutalisé et tout ça. Alors, pendant que j'étais détenu et qu'on nous a amenés devant le procureur, il a dit qu'il n'y avait pas assez de preuves, donc qu'on reparte avec moi. Et on repart et ils appellent l'officier de police qui a donc fait l'arrestation pour lui dire qu'est-ce qu'il a fait. Il paraît qu'il vous a brutalisé, il a saisi des policiers, tout ça. Le policier lui a dit non, vous m'avez dit d'arrêter, je l'ai arrêté. À vous maintenant de trouver les motifs. Sinon, moi, vous m'avez dit de l'arrêter, je l'ai arrêté. Vous voyez? Et les gens, comme ils ont mis dans leur dossier, dans le PV, que j'avais brutalisé un agent en service, ils voulaient me faire avouer et ils cherchaient des preuves. En réalité, il n'y avait pas de preuves. Pour dire que toutes mes arrestations, les arrestations dont j'ai été victime, les amis et nous, jamais nous n'avons levé le petit doigt. Jamais nous n'avons résisté. Nous nous sommes toujours remis à la loi. Voilà. Donc, nous ne sommes pas pour la violence, mais nous sommes prêts à subir toutes sortes de violences au nom de la liberté et de la justice dans notre pays. Exactement. Et il y a un passage aussi où vous racontez, par exemple, ça c'est l'arrestation du 1er novembre. Je me souviens, vous dites que vous avez été amené à la préfecture de police du Plateau. Et puis, cette fois, dans cette cellule abandonnée qui était, vous écrivez, nous avons été amenés dans le fameux sous-sol de la préfecture de police du Plateau. Cette fois dans une cellule abandonnée qui était anciennement réservée aux mineurs, mais qui est maintenant devenue un dépotoir. Il n'y avait pas de lumière ni de toilettes, le sous-sol était horriblement couvert de cafards et d'asticots. Et c'est là qu'on vous a placé, dans des conditions absolument sordides. C'est ce que vous racontez, et vous racontez même que vous avez été admis à l'hôpital pour des soins intensifs, parce que tellement vous avez été maltraité. Oui, comme si le baptême connaissait une évolution. C'est-à-dire, à chaque fois que nous sommes arrêtés, nous découvrions un autre niveau de maltraitance, de violence. Un autre niveau. Cette fois, c'était dans cette cellule, comme je l'ai dit, réservée, une cellule mineure qui avait été abandonnée, qui est devenue un dépotoir. C'est dans cette cellule-là que nous avons été détenus. Gueye Jaurès, Blé, Benao, nous étions 4. Nous étions 4. C'était dur. Parce que il y a un ami dedans qu'on appelle Benao. Benao ne faisait pas partie de la manifestation. Il venait d'acheter des cahiers de ses enfants pour la rentrée. Voilà. Il venait d'acheter le cahier de ses enfants pour la rentrée. Donc, il a vu la foule et il s'est arrêté. Et comme nous sommes amis, quand les policiers m'ont arrêté, il est venu. C'est là qu'ils l'ont pris aussi. Donc lui, même dans celui, il avait son sachet de cahiers en main. Voilà. Et les autres, Gueye Jaurès qui était le secrétaire général, Blé qui était le chef de mobilisation, ceux-là, nous étions tous dans le mouvement. Mais c'était quand même difficile. Le papa de Gueye Jaurès qui a pour Gueye Jaurès comme seul garçon, et papa à la retraite, n'a vraiment pas supporté l'arrestation de son fils et ça a failli se transformer en drame. Voilà. Alors, pour revenir maintenant sur la question, lors de mon arrestation, j'ai été torturé. Donc, j'avais l'épaule gauche qui me faisait tellement mal. Donc, j'ai été conduit avec instruction, sur instruction de l'ONUCI, à l'hôpital de police du Plateau. Mais pour qu'on me sorte du violon, pour me conduire à l'hôpital de police du Plateau, c'est comme si c'était un grand gangster qu'on conduisait. C'était une réelle de policiers à gauche, à droite, armes au poing. Vous voyez? Ceux qui nous voyaient passer pensaient que, mais ça c'est quel grand dealer qu'ils ont arrêté aujourd'hui. C'était qu'un jeune Ivoirien qui ne voulait que seulement de la justice dans son pays.
Mais dans cette cellule où nous étions détenus, c'est si aujourd'hui, on pouvait, malheureusement ça a été cassé, c'est à la place de cette sous-préfecture cette préfecture de police-là, qui est en train d'être construite la plus grande tour de M. Ouattara. Malheureusement, donc, on n'aura plus des images, mais c'était quand même difficile. Ouais. C'était difficile. Des cafards. M. Ouattara. Des cafards. Tout ce qu'on pouvait imaginer. Des souris, nous sommes assis et les souris malpolies viennent monter sur nous. Et bon, c'était compliqué. On pissait là, pissait là. On n'avait pas le droit de sortir pour aller déféquer. C'était compliqué. C'était vraiment compliqué. Et ça, c'est sous Ouattara que ça, c'est le derrière des rideaux de fer en Côte d'Ivoire. C'est ce que nous avons subi, c'est ce que nous continuons de subir. Et surtout que dans le livre, il y a encore beaucoup. Nous allons donc continuer à égrener les différentes souffrances dont nous avons été l'objet pendant la mandature de M. Ouattara en Côte d'Ivoire. Face à l'impunité, la justice. Pour les Ivoiriens, pour les Français et pour tous ceux et celles qui ont vécu en Côte d'Ivoire de 2000 à 2011 et ont été victimes du complot contre Gbagbo et les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire a été marquée par des violences qui ont laissé des blessures profondes. Des crimes graves restent impunis. L'impunité nourrit la violence. Pour construire un avenir de paix et de réconciliation en Côte d'Ivoire, la justice doit être rendue. Face à l'échec de la Cour pénale internationale, CPI, qui n'a pas pris en compte les acteurs étrangers qui ont participé du malheur des Ivoiriens, des Français et autres, nous demandons la création d'un tribunal pénal international. Ce TPI vise à apporter une véritable réponse juridique à tous les crimes commis en Côte d'Ivoire entre 2000 et 2011, peu importe la nationalité de leurs auteurs. Pour la justice, la vérité, les réparations et pour une réconciliation vraie des Ivoiriens, signons la pétition, elle est totalement gratuite. Votre signature est une voie pour la justice. Oui, monsieur David, vous faites bien parce que ne vous inquiétez pas, je connais très bien les régimes voyous pour avoir travaillé sur les régimes totalitaires d'Europe. Le régime d'Alassane Ouattara est un régime voyou, est un régime totalitaire, ça, il n'y a pas de souci à niveau. Ce qui m'étonne, c'est le silence des organisations internationales des droits de l'homme qui ne voient pas que Alassane Ouattara et son régime ne respectent pas les prisonniers, ne respectent pas la vie humaine, ne respectent pas les libertés, ne respectent pas les droits de l'homme. Et ça, c'est ce que votre témoignage et notre enquête, notamment au niveau de la MACA, parce que nous avons enquêté sur la MACA, nous allons faire connaître bientôt aux Ivoiriens nos enquêtes sur la MACA, dès l'intérieur. Donc, monsieur David, moi, ce qui m'intéresse, avant de poursuivre on va finir avec vos séjours dans les violons. Je voudrais qu'on parle un peu de votre arrestation du 13 septembre 2015 tout à l'heure. Vous pourrez un peu nous revenir un peu là-dessus, et puis après, on va passer au séjour vraiment dans les prisons. Oui, ça c'était l'arrestation la plus musclée. L'arrestation du 13 septembre 2015. C'était l'arrestation la plus musclée. Voilà. J'étais chez moi. Or, depuis quelques jours, nos forces de l'ordre et certaines forces parallèles avaient déjà encerclé mon quartier. Je revenais de Gagnoa lors des funérailles de mon beau-père. Je suis rentré, nous sommes rentrés samedi, et dimanche, je me suis retrouvé seul, mes enfants étaient en congé, moi j'étais seul, mais ma fiancée n'étant pas là, était allée saluer des gens, donc je me suis retrouvé seul. C'est ainsi que quelqu'un est venu taper à la porte. Alors j'étais couché au salon et j'ai dit qui c'était. Il n'a pas voulu dire son nom. Il m'a intimé l'ordre de se sortir. Sinon, il casserait la porte. J'ai donc compris que ce n'était pas une visite de courtoisie. Voilà, ce n'était pas une visite de courtoisie. J'ai donc demandé qui c'était et je me suis levé et j'ai regardé dans le costrat. J'ai vu que c'était des personnes que je ne connaissais pas. Et juste devant moi, il y avait un immeuble. Il y avait une autre personne qui était arrêtée sur l'immeuble.
en position de sniper. Et je me suis rendu compte que tous les voisins, parce que c'était une petite cité de 4 villas, et j'étais au milieu. Et tous les voisins étaient entrés. Ils avaient fait entrer tous les voisins, ils ont fermé le portail. Avec une voiture blanche qui était garée dans la cour. Alors, je n'ai pas voulu ouvrir, j'ai pris mon téléphone pour appeler des amis, appeler ceux que je devrais appeler, appeler certains journalistes, et ils ont escaladé la clôture, ils sont descendus dans la cour, et ils ont commencé à me bastonner. Ils m'ont bastonné, ils m'ont vraiment bastonné. Voilà, j'étais seul, ils m'ont bastonné. J'avais un bijou au cou, ça dit une chaîne qu'ils ont coupé d'abord, qu'ils ont mis dans leur poche. J'avais un ordinateur portable qu'ils ont pris. Ils m'ont trouvé dans la chambre, parce que là du salon, je suis dans la chambre, j'ai cru que j'avais fermé. Je n'avais pas fermé, ils m'ont bastonné. Et bon, donc, ils ont passé la maison au peigne fin. Et puis, bon, voilà. Ils m'ont enchaîné les bras dans le dos. Et puis, bon, ils m'ont mis la jupe de ma fiancée sur le visage, ils m'ont encagoulé avec. Et puis, ils m'ont mis dans le coffre de leur voiture. Et nous sommes partis. Dans le coffre de la voiture, quand ils sont rentrés dans la maison, ils étaient 6. Voilà, ils étaient 6, ça me donnait des coups de partout. J'ai même reçu un bon coup au bas-ventre que je n'ai pas pu parer. Donc, tu m'as fait beaucoup de dommages parce qu'après, mon urine descendait à chaque fois. Voilà, donc j'ai eu pas mal de mal. Alors, donc après, ils m'ont conduit à la préfecture de police. Quand ils m'ont sorti, ils ont dit, bon, on l'a, c'était comme un trophée de guerre. Voilà, ils venaient prendre des photos avec moi. Voici Samba, on l'a eu, on l'a trouvé Samba. Voilà, voilà, on a trouvé Samba comme c'était un trophée de guerre. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Après, j'ai été déposé, c'était donc le 13. J'ai été détenu encore dans le même sous-sol délabré là, de la préfecture de police d'Abidjan, pendant 4 jours, c'est-à-dire du 13, cafards et les asticots, les souris. Du 13 au 17. Du 13 au 17. Après, donc le 17 matin, j'ai été conduit devant le procureur qui m'a signifié des charges. Atteinte, et non pas atteinte, trouble à l'ordre public, destruction de biens d'autrui et discrédit sur décision de justice. Parce que pour eux, c'est suite à mon appel du 9 septembre qui a occasionné, d'après eux, une marche le 10 septembre qu'il y a eu des casses. Qu'est-ce que j'avais dit? En son temps, après la déclaration du président du Conseil constitutionnel, paix à son âme, Kone Mamadou, qui a déclaré Ouattara candidat par dérivation, j'ai dit qu'il n'y avait pas de dérivation dans notre constitution. Donc la candidature de Ouattara n'était pas juste. Ça, donc j'ai donné en tant que citoyen mon avis. Anticonstitutionnel. Alors c'est ce qui a donc fallu pour que je sois arrêté. Alors donc on m'envoie devant le procureur. Il dit que je suis mis en flagrant délit. Je serai jugé 15 jours après pour ces charges-là. Mais grande fut ma surprise, j'ai été conduit directement, je ne savais pas où on m'emmenait. C'est une voiture teintée, V-teintée, un 4x4, et on me met un petit sac sur la tête, c'est-à-dire on me cache le visage, je suis encagoulé, et puis bon, ils vont avec moi jusqu'à ce qu'on descende dans une grande maison, on m'enlève le sac, je découvre que j'étais dans une grande maison, et c'est là que je me suis rendu compte que j'étais à la DST. Voilà, et je suis resté là, voilà, donc du 13 septembre jusqu'au 28 octobre. Voilà, jusqu'au 28 octobre. Du 13 septembre jusqu'au 28 octobre, Et puis, on me sort de là pour venir me juger. On me juge, mes avocats disent, bon, ça, c'est un autre pan de justice, c'est un autre pan, puisque quand... on verra ça plus tard, on verra ça dans... Parce que... Voilà, on me juge, et puis, je suis condamné à 6 mois d'emprisonnement ferme, et on me retourne à la DST. La DST, les conditions sont vraiment... C'est ça. On reviendra sur tous vos déboires judiciaires
Ça, c'est la deuxième partie parce que je vais vous réinviter justement pour cette émission. Et c'est ce qui m'intéresse. Mais je voudrais qu'on revienne sur aussi, parce qu'on est toujours dans les conditions de détention, sur votre arrestation du 23 juillet 2019. 23 ju... Et vous avez écrit au sujet du 23 juillet 2019, votre arrestation du 23 juillet 2019. J'ai noté ça dans ma note ici, parce que j'ai beaucoup noté, pris des notes quand je vous lisais. Vous avez écrit « Le mardi 23 juillet 2019 est une date que je qualifie de honteuse ». Pourquoi ? Oui, mardi 23 juillet 2019 est une date que je qualifie de honteuse, effectivement, parce que nous avons lancé une marche, un sitting devant la CEI pour dénoncer l'impartialité de la CEI, pour dénoncer cela. Et pendant que nous avons lancé la marche et le sitting, nous avons été approchés par Madame la présidente du Conseil national des droits de l'homme et en son temps, Madame la secrétaire d'État des droits de l'homme. Ces deux dames-là m'ont demandé de s'asseoir à ce sitting et que pour donner cours à une négociation. Chose que, après consultation avec les amis, nous avons accepté. Et rendez-vous nous a été donné par le permanent de la CEI, par courrier. Le permanent de la CEI m'a envoyé un courrier dans mon WhatsApp, nous demandant de venir prendre part à une réunion pour voir quelles sont nos différentes revendications et voir comment est-ce que, si possible, les choses peuvent changer ou pas. C'est ainsi que j'ai appelé des collaborateurs et même des journalistes qui nous accompagnaient pour nous rendre à cette rencontre pour discuter. Malheureusement, j'ai été d'abord informé là tard la nuit, le soir, des gens ont manqué de m'enlever. Donc j'ai reçu l'information, j'ai donc quitté mon domicile pour me retrouver ailleurs. J'ai appelé le préfet de police pour dire pourquoi est-ce que vous voulez m'arrêter, surtout que j'ai déjà, nous avons suspendu la marche, le sitting pour une rencontre demain. Mais comme ils ne croient pas, ils ont demandé que nous soyons arrêtés. Malheureusement, ils n'ont pas, heureusement pour eux, ils n'ont pas pu. Et le lendemain, le 23, nous sommes donc rendus à la CEI. Mais je vous assure, c'était comme, je ne sais pas si la police allait en guerre, mais c'était des chars de la BAE par-ci, par-là. Et les amis sont arrivés, et quand j'ai vu ces amis, ils m'ont appelé, je leur ai dit que où vous êtes, ils étaient déjà devant la CEI. J'ai dit, je n'allais pas venir parce que nous allons être arrêtés, vu le dispositif que je vois. Mais comme vous êtes déjà devant la CEI, si je ne viens pas, ils vont vous arrêter. Et tant que je ne viendrai pas, ils ne vont pas vous laisser, puisque c'est moi qui cherche, alors je vais me rendre. Donc je viens vers vous pour qu'on nous arrête ensemble. C'est comme ça que j'ai franchi la barrière de la police, qui laisse personne circuler. Quand je suis arrivé, je me suis présenté. Je suis Samba David, on dit personne ne passe ici, il dit je suis Samba David. Et ils ont appelé les supérieurs, on dit laissez-le passer. C'est comme ça que ils m'ont laissé passer. Et arrivé devant la CEI, j'ai été arrêté. Et avant qu'on me prenne mon portable, j'ai envoyé deux messages à Madame la présidente des droits de l'homme, du Conseil des droits de l'homme, et à Madame la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme, pour leur dire, vous m'avez trahi. C'est vous qui avez négocié pour que nous suspendions cette marche ou cette manifestation pour donner cours à une discussion. Voici aujourd'hui que nous sommes arrêtés comme des malpropres. Et nous avons été convoyés à la nouvelle préfecture de police d'Abidjan qui se trouve à Bobo désormais. Voilà. Et c'est comme ça que nous sommes allés. Voilà, et c'est comme ça que nous sommes allés. Incroyable. Avec un cortège pas possible de voitures de police et de cela. Bon, nous sommes allés, après discussion, l'ONUCI, en fait, Amnesty International est venu, les différentes institutions sont venues, elles ont parlé, et je crois bien, plus de 24 heures après, nous avons été libérés. Voilà. Oui.
En tout cas, monsieur David, vous savez, tout à l'heure, vous voyez, je vous disais que vous êtes un héros, mais vous êtes un vrai héros. Pourquoi? Parce que moi, j'ai vu, pendant la crise en Côte d'Ivoire, j'ai vu des gens qui ont fui le pays. Je pense un peu à des hommes politiques qui ont fui quand c'était chaud, des gens qui supportaient Laurent Gbagbo, et quand Laurent Gbagbo a été arrêté, ils ont fui pour laisser Laurent Gbagbo tout seul. Et vous faites partie des gens comme Laurent Gbagbo. Gbagbo, il aurait pu fuir en 2000, il n'a pas fui, et puis il est resté. Vous êtes allé vous rendre, tout en sachant que c'est vous qu'il cherchait. C'est comme ça qu'on reconnaît les grands hommes, ce ne sont pas ceux qui parlent, et j'ai beaucoup d'admiration pour vous. Et donc maintenant, la deuxième partie de notre entretien, comme vous le voyez, va se porter justement sur votre séjour à la MACA. Comme je vous l'ai dit, moi, je viens de boucler une enquête sur la MACA en Côte d'Ivoire, et vous avez séjourné. Donc, ça me permettra justement de confirmer certaines informations que j'ai de la MACA à l'issue de mon enquête intérieure que j'ai faite à la MACA. Donc, vous avez été, je note, je prends toujours des notes parce que je parle toujours en regardant votre livre. Vous avez dit que vous avez passé 3 mois à la DST, c'est-à-dire du 17 septembre au 16 décembre 2015. Vous avez passé 3 mois, et puis ensuite, vous avez été transféré à la MACA sous mandat de dépôt, et vous avez été donc déféré à la MACA le 16 décembre, donc je dirais 2015. Donc c'était votre premier séjour dans ce lieu carcéral que vous dites le plus grand de l'Afrique de l'Ouest restera comme une tache indélébile dans ma mémoire. Alors, moi, ma première question, Sama David, je voudrais savoir ce que vous avez vécu à la MACA. Oui, la MACA, pour celui qui venait de la DST, la MACA c'est une prison, mais un peu plus relaxe par rapport à la DST. Parce que être détenu à la MACA et être détenu à la DST, c'est le jour et la nuit. Voilà. C'est le jour et la nuit. C'est ça. À la DST, tu n'as pas le choix de nourriture ni de boisson. C'est-à-dire l'eau. L'eau que tu vas boire, tu n'as pas le choix de ça. Oui. La nourriture que tu vas manger, tu n'as pas le choix. Ce sont eux qui te donnent. Et ce sont eux qui décident de ton heure. Or, à la MACA, si tu as des parents qui peuvent à tout moment t'apporter la nourriture, tu as le choix de dire, je vais manger ça aujourd'hui, demain je veux manger ça. Pour ceux qui ont les moyens. En revanche, il y a des personnes qui n'ont pas vraiment de moyens et qui n'ont pas vraiment de parents à Abidjan, parce qu'il y a des gens qui sont arrêtés quelque part à Zenoula, ou bien, je ne sais pas par quelle magie, ils se retrouvent à la MACA ici. Ces personnes-là, les conditions de la MACA, c'est difficile pour ces personnes-là. C'est dur, du moment où la nourriture de la MACA, tu ne peux pas la consommer. La nourriture de prison, c'est-à-dire la prison tue plus que les maladies. Comment est-ce que les gens sont nourris? Vous voyez, on fait des riz, on fait le riz, et puis c'est presque des galettes, quoi. Vous voyez? Et la nourriture était pauvre. Oui. Si le budget qui consiste à entretenir les détenus, on pouvait ne serait-ce que donner le tiers pour la nourriture des détenus, je pense qu'il y aurait eu moins de morts dans les prisons en Côte d'Ivoire. Il y aurait eu moins de morts dans les prisons en Côte d'Ivoire. Oui. Quand j'y étais, c'était quand même difficile. Oui. Difficile. Et après la mort de Yakou, le 20 février 2016, j'ai donc... voilà, c'était plus difficile. Attendez, on va en arriver ça. On va en arriver là. On va aller step by step. J'organise de sorte qu'on aille step by step. On va en arriver là parce que c'est l'un des points les plus intéressants de votre livre. Donc, on va rester toujours dans votre arrivée à la MACA. Vous avez parlé tout à l'heure de la nourriture, par exemple, des prisonniers qui sont arrêtés à l'intérieur du pays, dans cette ville, par exemple, que vous avez appelée Jeunuila, qui n'ont pas de parents à Abidjan, qui se retrouvent tout d'un coup à Abidjan. Ces gens-là, ils vont se retrouver à avoir des difficultés, ne serait-ce que pour manger. Donc, à la MACA, on mange combien de fois par jour? Bon, à la MACA, c'est à midi. Hein. À midi, bon, voilà, une fois par jour. Une fois par jour. En son temps, il y a un régisseur qui est arrivé, qui était vraiment humain, qui a initié les petits déjeuners matin, c'est-à-dire la bouillie. Mais ce n'était pas de qualité. C'était pas de qualité. Donc, la bouillie matin. C'était pas de qualité, c'était infect. Je ne sais pas si c'est le riz, je ne sais pas quelle qualité de riz c'était l'après-midi. Mais je vous assure
que si vous avez encore des gens à la Maka, ou bien ceux qui étaient à la Maka en notre temps, ils préparent, mais la nourriture revient, puisque ce n'est même pas agréable. Ce n'est même pas agréable. Il n'y a que les petits voyous là des rues qui peuvent se permettre de manger ça. Ce n'est même pas agréable. Dans le bâtiment, parce qu'à Maka, il y a plusieurs bâtiments. Le bâtiment assimilé, par exemple, toute la nourriture des prisons qui venaient était retournée. Parce que personne ne pouvait goûter à cela. Ce n'est même pas présentable. Voilà. Pour eux, quand on est détenu, quand on est prisonnier, on est considéré comme des sous-hommes. Voilà. Or, ils oublient que la prison est comme un hôpital. Tout le monde y passe. Les présidents y passent. Les juges ils peuvent y passer. Les procureurs peuvent y passer. Donc, il faut parfaire, il faut améliorer les conditions d'entretien, les conditions de vie des détenus dans des prisons. Et les prisons que j'ai connues, surtout la Maka, c'était pas facile. C'était pas facile. Voilà. Oui. C'était pas facile, oui. Alors, j'ai une question par rapport à mon enquête sur la Maka, parce que j'ai fait une enquête que je vais publier bientôt pour les Ivoiriens sur la Maka. J'ai mon informateur à Abidjan qui m'envoie des informations. Alors, donc, la Maka était divisée en pôles pénitentiaires, donc avec ce qu'on appelle des bâtiments. Vous étiez au bâtiment des assimilés, qu'on appelle la Macha, c'est-à-dire maison d'arrêt de correction des hommes d'Abidjan. On est d'accord? Oui, Voilà. Maintenant, il y a un autre bâtiment. Il y a un autre bâtiment de la Maka qui m'intéresse. C'est le bâtiment des femmes et celui des mineurs. Parce que je parle de ça, parce que quand on va parler de Yakou le Chinois, je reviendrai sur ça. Pourquoi, d'après vous, le régime d'Alassane Ouattara met dans un seul même bâtiment les femmes et les mineurs? Est-ce que Alassane Ouattara considère que les femmes ont l'intelligence des mineurs et qu'elles ne sont pas assez matures pour qu'elles aient une prison à part? Ou bien il faut mettre les mineurs et les femmes à part parce que les femmes n'ont pas plus d'intelligence que les mineurs? Pourquoi, selon vous, en tant que personnage public de défense des droits de l'homme, pourquoi on met les femmes et les enfants dans le même bâtiment des mineurs? Est-ce que ce n'est pas un mépris pour les femmes de la part du régime d'Alassane Ouattara? Si c'est maintenant que c'est fait, là je ne sais pas. Mais à mon temps, il y avait ce qu'on appelle la COM, c'est-à-dire le centre d'organisation des enfants qui était ailleurs, et puis le bâtiment des femmes ailleurs. Les mineurs et les femmes n'étaient pas ensemble. Oui. Ça, à mon temps, c'était comme ça. Oui. Le bâtiment des femmes se trouvait à l'intérieur du grand bâtiment de la Maka et le bâtiment des enfants se trouvait à l'extérieur. Voilà. C'est-à-dire les entrées étaient différentes. Voilà. Étaient différentes. Oui, voilà. D'accord. Donc, il n'y avait pas en son temps, puisqu'il fut un moment, j'ai été le porte-parole de tous les détenus. Donc, je visitais par moment les différents compartiments. Donc, je n'avais pas en son temps vu que le bâtiment des femmes et des enfants étaient ensemble. Ce n'est même pas possible même parce que les mineurs avaient un traitement particulier qui n'avait rien à voir avec le traitement des femmes parmi lesquelles il y avait des femmes vraiment très dangereuses. Voilà, donc ce n'était pas possible. Oui. D'accord. Parce que je posais la question parce que les bâtiments des femmes et des mineurs étaient dirigés par le même directeur. C'est pour ça que j'avais posé la question. Mais bref, alors, quand vous entrez en prison, vous avez dit quelque chose dans votre livre qui m'intéresse. C'est un chiffre que vous avez donné dans votre livre. Je vais retrouver le chiffre pour vous. C'est un chiffre, vous dites, à la Maka. Attendez, excusez-moi, je vais retrouver le chiffre. Mais avant que je retrouve le chiffre pour vous, quand vous rentrez à la Maka, vous rencontrez un certain Yakou le Chinois. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce monsieur qui était pratiquement comme un baron, un genre de patron de la Maka? Oui, père à son âme, Yakou le Chinois, quand je suis arrivé à la Maka, en décembre 2015, j'ai fait connaissance d'un certain Yakou le Chinois qui dirigeait la prison des mains de maître et des mains de fer. Ça, sous la complicité de l'administration ivoirienne et de nos autorités. Ah oui, voilà, la complicité de l'administration. Parce que tout ce qu'il faisait n'était pas sanctionné.
Il avait, à la Maka, il y avait la Colombie. La Colombie, c'était un quartier où la drogue était vendue à ciel ouvert. On appelait ce quartier la Colombie. Oui, ah oui. Voilà. Et lui, oui, j'ai vu ça, oui. On l'appelait El Capo. Et sur la clôture de toute la Maka, à l'intérieur, c'était écrit El Capo. C'était écrit El Capo partout. Voilà. Yakou se permettait tout. Et même, il avait le pouvoir de vie, de mort sur tout le monde. Il pouvait te tuer et puis ça n'allait nulle part. Voilà, c'était ça Yakou le Chinois. Wow. C'était ça Yakou le Chinois. Voilà. Et vous écrivez quelque part à propos de Yakou le Chinois, vous dites j'ai été tout aussi marqué par la démission totale de l'administration pénitentiaire dans la gestion et l'intégration de nouveaux déférés sous mandat de dépôt de se faire appeler MD. Donc l'administration pénitentiaire avait complètement démissionné. C'est pourquoi Yakou le Chinois... Oui, mais quand tu venais, moi quand je suis arrivé, et c'est en cela que j'accuse notre administration. Quand je suis arrivé, depuis le plateau, le juge d'instruction a mis sur mon dossier, avec un petit papier jaune là, il a écrit « à loger aux assimilés ». Alors, j'arrive à la Maka, on dit les MD sont arrivés, les MD c'est les nouveaux venus, et ça, on crie, bon moi je ne suis pas allé à la Maka, dans Air Maka, j'ai toujours un 4x4 vite teinté qui me déplace dans les prisons. Donc, je suis arrivé à 15 h, je suis passé, on me passe à la fouille, on me met à poil, on me passe à la fouille, voilà, et après, je suis introduit en prison. Dès que j'arrive, quelqu'un vient me chercher, on dit, le général t'appelle. Donc, le général m'appelle, j'arrive là-bas, on me dit, tu es arrivé, bon, on entend parler de toi, et tu vas être logé aux assimilés, mais tu dois payer un certain nombre de montants. Ben, je n'ai pas l'argent, je viens de la DST, je viens de la DST, voilà. Voilà. Donc, où trouver l'argent? On dit, donne le numéro d'un parent, on va l'appeler, il va nous envoyer l'argent. C'est comme ça que j'ai donné le numéro d'un parent qu'ils ont appelé, qui a fait le dépôt du montant qu'ils ont dit. Voilà. Donc, c'est Yakou qui gérait la prison. Il gérait la prison. Tous ceux qui vont venir pour être logés, il faut passer par lui. Ils vont te fixer un montant. Et c'était ça. Ouais. Voilà, c'était ça. Et le montant qu'on vous a demandé, j'ai lu dans votre livre que le montant qu'on vous a demandé, c'était 100 000 francs. Voilà, c'était 100 000 francs pour être logé. Et moi, c'est tellement que il a eu pitié de moi. Sinon, il y en a qui disent qu'ils ont payé 200, il y en a 300 000. Voilà, les directeurs de société payaient plus que ça. Voilà. Donc, c'était quand même compliqué pour... l'administration a vraiment démissionné. L'administration a démissionné pour tout ce qui se passait. L'administration a démissionné. Voilà. Donc, l'administration a démissionné. Il fallait voir pourquoi Yakou était le grand patron de la prison. Et qui lui a donné ce pouvoir. C'est ça. Qui lui a donné ce pouvoir. Doter même la vie. Je me rappelle très bien, on me dit que celui qui s'occupait de la page Facebook de Yakou aurait dragué la copine de Yakou et ainsi de suite, un truc comme ça. On a appris ça en prison et il a récupéré le jeune, il l'a tabassé jusqu'à mort. Il a tabassé jusqu'à mort et comme à la Maka, il y a une morgue, ils ont pris le corps sans le déposer à la morgue. Voilà. Et c'était ça. Quand Yakou le Chinois passait et que tu ne te levais pas, automatiquement, tous ces suiveurs-là venaient se jeter sur toi pour te tabasser. Parce que le chef est passé, il faut que tu te lèves. Il y avait tout ça. Il y avait tout ça. Yakou, c'était autre chose. Mais il faut lui reconnaître quelque chose. Alors, il a quand même lutté, contre la pédophilie à la Maka.
Ça, il faut le lui reconnaître. Ok. On en viendra, on en viendra. Merci beaucoup. Ouais, on en viendra sur ce point. Par contre, on va toujours rester sur Yakou, le chinois, parce qu'à la page 81 de votre livre, je l'ai noté là, vous écrivez: je suis tombé des nues quand j'ai vu Yakou le chinois organiser son anniversaire en prison le 21 décembre 2015 à coups de millions avec des artistes invités, des artistes de renom de la Côte d'Ivoire. Oui, ça, je me rappelle plus trop de la date. Je ne sais pas si c'était le 25 décembre ou le 26 décembre. Mais c'était le 21 décembre. Voilà. Dans votre livre, c'est marqué le 21 décembre 2015. Il y avait cet anniversaire-là qui a vu la participation de tous les artistes. En fait, pas mal d'artistes. Et il y avait une sono pas possible. C'est-à-dire, c'était la première fois de savoir qu'un détenu pouvait organiser un spectacle comme le FEMUA en prison. C'était oui, un spectacle comme le FEMUA en prison. C'était quand même compliqué. C'était compliqué. Je voyais ça, j'étais à la fois ému, j'étais étonné, j'étais voilà. Et l'administration ivoirienne s'est rendue là-bas. L'administration ivoirienne s'y est rendue. Les images sont encore sur YouTube et autres. Il était tout sauf un prisonnier comme nous autres. Il était tout sauf un prisonnier comme nous autres. Voilà. Il comptait des liasses d'argent. Voilà. Il comptait, il jetait l'argent sur les gens, il faisait le travaillement en prison. C'était quand même lui. C'était Yakou le chinois. Voilà. Et pourquoi il avait cette autorité? Pourquoi il avait ce pouvoir-là? Quelle était sa mission réelle en prison? Qu'est-ce qu'il devrait faire? Et pourquoi il y était? C'est la question que je me posais souvent. Il avait droit de vie ou de mort sur tout le monde. Voilà. Il avait droit de vie ou de mort sur tout le monde. Voilà. Et il était aussi, il s'occupait aussi de la drogue. Je disais que il y avait un marché qu'on appelait la Colombie où la drogue était vendue à ciel ouvert. C'est ça. Voilà, sur des tables comme au marché au Gouro. La drogue était vendue. C'est après son décès que le régisseur a brûlé toutes ces tables-là et puis a remis de l'ordre à la MACA. Parce que il y avait un ancien régisseur et à quelques jours avant sa mort, ils ont envoyé un autre régisseur qui lui n'était pas dans son système. Il n'était pas d'accord avec son système, donc il a demandé qu'on le sorte de là. Voilà, et comme certainement qu'il savait que les gars allaient sortir de là, il a donc voulu s'évader, et puis bon, ça a créé beaucoup ce que ça devait créer. Voilà, donc avec l'ancien régisseur qui... Voilà, Yakou était le patron. Il était le patron. Est-ce que... voilà, il était le patron. Il avait le patron de l'administration ivoirienne pour gérer la prison. Voilà. Il était le patron. Je vais donner donc un chiffre. C'est un chiffre que vous donnez, c'est à la page 102 de votre livre. Vous écrivez: à partir de la MACA, déjà, l'on pouvait se faire, pour des personnes étrangères à notre pays, une idée du pays, des gouvernants et de la justice. La MACA n'est pas seulement l'indice de la santé judiciaire, mais aussi le thermomètre de la vie sociale, pour ne pas dire de la misère de notre pays. Près de 70% des détenus à la MACA étaient âgés de 16 à 25 ans. Vous dites encore, on y trouvait des femmes enceintes avec des nourrices, des femmes enceintes, des nourrices avec des bébés, même des mois, des femmes qui faisaient la prison avec leurs enfants parce qu'il n'y avait pas de personne pour leur garder. C'est triste, mais c'est ce à quoi nous avons assisté. Ouais. Dans un pays qui se porte bien, des personnes de 16 à 25 ans sont dans les centres de formation ou sont en train de travailler pour la relève, voilà, du pays, pour le développement du pays. Mais en Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit en son temps, 70% de ceux qui étaient détenus dont l'âge était compris entre 16 et 25 ans. C'est quand même dommage. La jeunesse, la crème nourricière de la population se trouvait en prison. C'était dommage. C'était dommage. Et on ne pouvait pas
ne pas noter cela. Également, il y avait des femmes enceintes en prison. Il y avait des femmes enceintes en prison. Ouais, des femmes enceintes qui étaient en prison. Oui, bien sûr. Oui. Il y en a qui ont accouché en prison. Quand elles sont enceintes, Oui. elles viennent enceintes, elles accouchent. Les enfants sont là-bas. Je vous dis qu'il y a des enfants qui partaient de la cellule de prison des femmes pour l'école primaire et on les ramenait à midi auprès de leur maman. C'est-à-dire l'enfant a grandi dans un milieu carcéral. L'enfant grandit dans un milieu carcéral. Quelle sera son éducation? Vous voyez? Il y avait, voilà. Quelle sera son éducation? La femme qui vient en prison étant enceinte, elle est en début. Quelle sera son éducation? Et on lui prend que 2 ans. Et la grossesse, elle prend du volume et elle accouche. Et là-bas, quelle sera l'éducation de l'enfant? On a connu ça, on a vu ça. Je vous dis, à midi, les enfants quittent à l'école primaire et on ouvre la cellule, on ouvre la prison, ils rentrent pour aller chez sa maman. Et à 14 h, ils ressortent pour aller à l'école. Ça existe. Alors, comme je l'ai dit, quand tu vas à la Maka, tu pouvais comprendre ça existe en Côte d'Ivoire. L'état d'esprit de nos dirigeants, de la justice et tout. Parce que tous ceux qui sont en prison n'étaient pas en prison forcément parce qu'ils sont coupables. Il y en a qui sont en prison, non pas pour ce qu'ils ont fait, mais pour ce qu'ils sont. Il y en avait beaucoup. Nous autres, nous étions en prison, non pas pour ce que nous avons fait, mais pour ce que nous étions. Et il y en a qui étaient en prison parce que des gens ont voulu les détenir en prison sans avoir commis un acte dangereux. Je prends un cas. J'ai connu un jeune coiffeur de la Maka qui avait une relation amoureuse avec une jeune fille. La mère de cette jeune fille-là, ne voulant pas que sa fille s'amourache avec ce jeune, a donc formaté un coup avec son frère policier. Qu'il allait voir pour dire, je ne veux pas que le jeune soit avec ma fille parce qu'il est coiffeur. Elle à l'école, il faut trouver quelque chose. Donc là, le monsieur fait un procès là, pour dire tentative de viol. On arrête le jeune, on le jette en prison. Voilà. Et la jeune dame vient lui rendre visite. Et la jeune dame témoigne. Aujourd'hui, je n'ai pas mes écrits parce que j'ai été déporté de la Maka à Korogo, notamment à 4 h du matin. Donc, ils n'ont pas pu, ils ne m'ont pas permis d'avoir mes écrits. Mais j'avais tous ces écrits avec les noms et tout ça. Donc, il y avait plein de personnes qui étaient en prison sans avoir commis vraiment un acte. Et ça, aujourd'hui, vous voyez, des gens vont payer un certificat de nationalité. Un certificat de... comment on appelle ça? Certificat médical. Ils vont payer un certificat médical pour faire du tort aux gens. Sans avoir fait une visite médicale à proprement dit pour détecter le mal, si la personne a été violée ou pas, ou si la personne a été violentée ou pas. Mais on dit, bon, voici 50 000 francs, et on dit dans le certificat médical, ils prennent pour faire du tort aux gens. Et il y en a beaucoup comme ça à la Maka. J'ai eu le temps d'écouter quand même certaines personnes à la Maka quand j'étais le porte-parole de toutes ces personnes-là. Parce qu'en mon temps, il y avait quand même 12 000 personnes, 12 000 détenus à la Maka. C'était quand même un pays. Voilà. Donc, voici. Alors, donc, je disais, c'était ça, c'était l'état de notre justice, de notre police, c'est-à-dire une police de frais, une police de connaissances, une gendarmerie de frais et de connaissances, une justice de parents. Je me rappelle très bien, j'étais dans le même bâtiment assimilé avec un jeune opérateur économique ivoirien qui vivait aux États-Unis et qui a monté une affaire dans l'immobilier avec certains occidentaux. Et quand le monsieur a vu que son associé faisait des choses qui ne lui plaisaient pas, il a donc démissionné pour créer sa propre entreprise. Parce que lui, il avait plus de clients, comme on le dit. Cet occidental-là l'a fait arrêter. Et il a dit, tant qu'il ne ferme pas son entreprise, lui, on ne le libère pas. Donc, vous voyez, notre justice mettait les opérateurs économiques ivoiriens en prison au profit des étrangers. Non. Je les ai vus à la Maka. Il y avait tout ça.
Il a donc payé une caution de près de 50 millions pour être libéré sous caution. Non. Vous voyez? Je crois pas. Ici en Côte d'Ivoire, je n'ai pas encore vu quelqu'un avoir fait la prison parce que convoqué par quelqu'un moins nanti que lui. C'est celui qui n'a pas l'argent qui fait toujours la prison. La preuve, même quand tu n'as pas l'argent, et puis tu convoques quelqu'un qui a l'argent, quand il arrive, c'est celui qui a l'argent qu'on fait asseoir, toi tu es arrêté. Pourtant, c'est toi qui es venu porter plainte. Toi tu es arrêté et lui il est assis. Et avec tous les honneurs, on lui demande les nouvelles. Et toi on te dit, tais-toi là-bas. Ouais. C'est ça notre pays. Ouais. Donc on ne fait pas la prison pour ce qu'on a fait, mais on fait la prison pour ce que nous sommes. En prison, il y a des gens qui sont en prison parce qu'ils ont faim. J'ai vu des gens qui ont volé des mamies de riz, qui ont volé poulet, qui sont en prison. Mais ceux qui ont détourné des milliards de l'État de Côte d'Ivoire, qui ont détourné l'argent du contribuable, ne sont pas là-bas. Donc la prison elle est faite pour les pauvres, pas pour les riches. Voilà. Et c'est à ça que nous avons assisté. On a vu aussi des prisonniers qui sont venus, qui sont des hauts cadres, mais qui sont en prison parce qu'ils étaient en compétition politique avec le parti au pouvoir. Quand tu n'es pas en phase avec le parti au pouvoir, vu quel que soit ton statut, tu vas te retrouver en prison. Mais quand tu es en phase avec le parti au pouvoir, il faut tuer, il faut voler. Tu ne fais pas la prison. C'est ça le pouvoir de Ouattara. Oui. Voilà. Vous avez dit une phrase, que je retiens, que je répète. Vous avez dit, on n'est pas en prison pour ce qu'on a fait, on est en prison pour ce qu'on est. Et ça, c'est exactement ce qu'on voit en Europe, dans les régimes voyous de nazis, fascistes et totalitaires, de Mussolini, d'Hitler et de Staline. Et je suis en train de me dire, est-ce que le temps n'est pas venu de nommer un chat, comme dit Victor Hugo, et de dire peut-être que le régime d'Alassane Ouattara est un régime nazi, totalitaire, et peut-être même à la limite fasciste. Voilà, monsieur Samba Nabid, on va bientôt aller vers la fin de notre émission. Je voudrais qu'on revienne sur votre séjour à Korogo, parce que vous avez été arraché nuitamment pour être conduit jusqu'à Korogo, et il y a une passage dans votre livre, nous sommes à la page 117, vous dites « J'ai crié à l'endroit du chauffeur, pardon, fais doucement, tu me fais mal. » Oui, ça c'était le 16 mars 2018, à 4 h du matin, où j'ai été sorti de mon sommeil pour un transfèrement sur Korogo. Je ne savais pas qu'est-ce que j'avais fait en réalité. Parce que j'étais au service de tous les détenus. Parfois, quand j'étais à la MACA et que l'ambulance de la MACA devrait convoyer un détenu à l'hôpital qu'il n'y avait pas de carburant, je voyais des amis qui ont un peu de moyens dans les prisons pour payer le carburant pour convoyer ce co-détenu à l'hôpital pour ne pas qu'on perde quelqu'un. Je luttais toujours pour sauver des vies dans ce mouroir dans lequel nous étions tous détenus. Mais pour moi, je devais faire pousser une rose dans ce mouroir-là. Et c'était, cette rose-là, c'était l'amour de chacun. L'amour. Et un jour, un 16 mars, à 4 h du matin, je dormais, quand un détachement de l'armée, de militaires, est venu me réveiller. Sorti de mon sommeil, je ne reconnaissais pas les visages. J'avais seulement reconnu le commandant de zone qui était là, que je reconnaissais. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, le régisseur demande que tu descendes. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a quoi? Il dit, non, il veut te voir. Il dit, avec toute cette équipe-là, avec une armée, il dit oui. Nous sommes descendus. J'arrive, il y a un cargo Air Maca qui est déjà en position. Où on va? Laissez-moi au moins appeler mon avocat. Laissez-moi appeler ma fiancée. Ils disent non. Vous n'avez pas le droit d'appeler qui que ce soit. Montez. Je ne voulais pas monter. Et le monsieur m'a dit, monsieur Samba,
nous avons beaucoup de respect pour vous, pour ce que vous avez fait dans cette prison. Évitez qu'on vous violente, montez. C'est ainsi que je suis monté dans ce cargo. Quand je montais, j'ai trouvé un autre co-détenu du bâtiment C dans le cargo. Et à 4 h du matin, nous avons pris la voie. Pour vous qui ne connaissez pas encore le camion Hermaka, c'est un tas de fer. C'est un tas d'acier. Alors, quand le chauffeur conduit, comme s'il n'avait pas, non seulement il n'y a pas d'aération, donc nous mourions de chaleur, c'est-à-dire de 4 h du matin, le temps étant encore clément, jusqu'à 11 h midi, mais ce n'est pas possible. C'est pas possible. Et surtout que nous sommes derrière dans le cargo, nous ne voyons pas devant, mais il conduisait comme si il y avait des troupeaux dans la voiture. Il n'échappait, aucun nid de poule ne lui échappait, aucun d'autre d'âne ne lui échappait. Nous étions, mais j'avais mal partout, j'étais obligé de crier, chauffeur, j'ai mal. J'ai mal. Parce que c'était insupportable. Je me demandais si dans un pays dit de droit, on pouvait traiter des humains de la sorte. Il arrivait un moment, je réclamais de l'eau à boire. Je disais au chauffeur, chauffeur, donne-moi de l'eau à boire. J'ai soif. Il a dit qu'il n'avait pas de budget pour me donner à boire. Oui, quand vous êtes arrivé. Vous voyez, il y a eu tout ça. Et je ne sais pas à quelle heure, autour de 14 h, nous sommes arrivés à la prison, à la prison de Boaké, camp pénal de Boaké. Quand nous sommes arrivés au camp pénal de Boaké, j'ai cru que le périple allait prendre fin là. J'ai voulu descendre, on m'a dit non, c'est pas toi qui descends, c'est l'autre qui descend. C'est le co-détenu qui descend au camp pénal de Boaké. Il dit et moi, il dit allons. Je me suis fait 1000 idées. Est-ce qu'il partait pour me tuer? Est-ce qu'il m'amenait hors de la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que j'ai pu faire? Voilà, je me faisais 1000 idées. Jusqu'à ce que, à 18 h, 19 h moins, on rentre dans une ville et à travers les persières, j'ai vu l'hôpital général de Korogo. C'est là que je me suis rendu compte que nous sommes à Korogo et on va dans une cour, on ouvre le portail, on rentre. Korogo, et dès qu'on rentre, le chauffeur prend son téléphone, il appelle, il dit le colis est arrivé à destination. C'était moi le colis. C'était moi le colis qui est arrivé à destination. On me dit, monsieur Samba, descendez. Je ne pouvais pas descendre parce que j'étais affaibli. J'étais affaibli, la chaleur m'avait affaibli. Et toutes ces secousses m'avaient affaibli. J'étais presque méconnaissable. J'ai demandé à boire. J'ai demandé à boire. Donnez-moi de l'eau. Personne ne réagissait. Et je me suis fouillé, j'avais un seul billet de 500 francs. J'ai donné à quelqu'un pour lui pardonner, achetez-moi de l'eau. Quand il m'a acheté une bouteille d'eau d'1,5 litre, je l'ai bu à un seul trait. Tellement j'étais asséché. C'est ça, la vie d'un prisonnier d'opinion qu'on appelle prisonnier politique en Côte d'Ivoire, sous Ouattara. Et avec ça, on raconte sur tous les plateaux, tous les médias, que la Côte d'Ivoire se porte bien. Ça ne sert à rien de créer des institutions, des droits de l'homme et autres, et que les droits de l'homme et les droits même n'existent pas. C'est ça. Créer les institutions, c'est la communication pour l'extérieur. Mais la pratique, les droits de l'homme n'existent pas dans notre pays. Ça n'existe pas dans notre pays. Oui, monsieur. Oui. Après avoir bu de l'eau, ceux qui m'ont conduit, donc qui ont transporté le colis, ont fait donc la passation de colis aux agents pénitentiaires de Korogo. Et ces deux, à leur tour, m'ont fait entrer dans une pièce et ils m'ont fouillé comme un nouveau-né. Ils m'ont fait baisser, c'est-à-dire, faute accroupi. J'étais accroupi, les pieds écarts,
et on fouille dans mon anus. Après ça, on soulève mon sexe, on regarde en bas, mes gonades, tes testicules, excusez-moi, mais où ils devraient fouiller? J'étais nu comme un ver de terre. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils cherchaient. Qu'est-ce que je pouvais mettre dans le rectum? Qu'est-ce que je pouvais mettre sous mon pénis? Qu'est-ce que je pouvais cacher? Ou bien comme mes deux sacoches du bas sont un peu lourdes, donc ils ont pensé qu'il y avait une arme. Je ne sais pas, mais c'était une humiliation pour moi. C'était une humiliation que des hommes, qu'on me fasse ça. Qu'on me fasse ça. Et j'étais choqué. J'étais choqué. Et après ça, voilà. Après ça, ils ont dit, ils ont fini. Je me suis réhabillé et ils m'ont déposé dans la cellule. Ouais. Ok, monsieur Damid, on arrive à la fin de notre émission. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Vous avez écrit un livre douloureux, l'un des plus douloureux livres que j'ai lu après donc, le récit des morts de Dostoïevski, qui était son voyage en prison en Sibérie. Vous avez écrit un livre. C'est vraiment, dans ce livre-là, c'est le récit des maisons des morts vivants en Côte d'Ivoire, parce qu'Alassane Ouattara enterre des vivants sous des vivants en Côte d'Ivoire. Et vous avez été dans ces vivants enterrés. Vous avez été un vivant enterré. Vous avez été parmi ces vivants enterrés par le régime voyou d'Alassane Ouattara. Et votre livre est un joli témoignage de ce qui se passe, de l'hypocrisie de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. J'en appelle ici aux autorités françaises dont je suis citoyen, parce que c'est nos autorités qui ont installé Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire, qui viennent voir l'œuvre. Nous, en tant que pays de droits de l'homme, nous ne pouvons pas cautionner un régime aussi violent, aussi totalitaire que le régime. Et donc, j'appelle au président Macron, j'en appelle à toutes les organisations françaises de droits de l'homme de se pencher sur ce que vous avez vécu. Monsieur Samba David, vous avez vécu une chose absolument unique. Vous êtes un héros, vous êtes un homme digne de ce nom, vous êtes un Ivoirien digne de ce nom, vous êtes Doudou Nkez, je crois que vous êtes BT, et vous rejoignez, à mon humble avis, vous pouvez rejoindre demain Laurent Gbagbo dans le panthéon des gens qui ont lutté pour la liberté, et vous ne devez pas rougir de dire que vous avez pris le chemin tracé par Laurent Gbagbo et les grands combattants de liberté de la Côte d'Ivoire. Donc je vous remercie. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de notre entretien. Samba David, vous pouvez montrer le livre aux Ivoiriens pour qu'ils voient le livre que vous avez écrit. Voilà. Voici donc nous arrivons à la fin de l'entretien. Le livre que j'ai écrit. Nous a livré. Je vous demande de m'aider à rééditer ce livre. Voilà, à rééditer ce livre pour faire savoir à tous la vie dans les violons, dans les prisons et dans les centres de concentration en Côte d'Ivoire. Je l'ai écrit à 100 exemplaires, c'est fini. Et je voudrais qu'une autre édition reprenne, mais avec plusieurs informations encore pour que le livre parte de 142 pages à pourquoi pas 200 pages. Parce que j'ai encore beaucoup à dire. Je n'avais pas tout écrit, mais je suis obligé de donner d'autres informations sur non seulement les détentions, mais beaucoup de choses. Voilà. Et je voudrais saluer et remercier et encourager tous ceux qui ont connu la MACA, parce que sous Ouattara, la prison est devenue une norme. Les enfants vont en prison, les primériens, les écoliers, les professeurs, les étudiants, les imams, les pasteurs. Tout le monde a connu la prison sous Ouattara. La prison est devenue une norme. Et c'est en votre nom que j'ai écrit ce livre. C'est en votre nom que je me suis porté garant pour dénoncer les conditions de traitement de tous les prisonniers en Côte d'Ivoire. Pour que la prison ne soit pas un mouroir, que ça soit un lieu de correction, une maison de correction comme cela a été dit. Malheureusement, notre maison qui devait nous corriger nous tue et nous devons mettre fin à ça. Ça suffit. Merci. Merci.